À vous la parole. Une question toute simple qui nous arrive par SMS. Pensez-vous qu'un jour on trouvera une solution technique pour faire disparaître toute la radioactivité des déchets ? Il me semble que les uns et les autres, vous avez déjà dit non, Bernard Boulis pour le CEA, disparaître, c'est une gageure absolue. Je pense que ça a peut-être été l'image que certains avaient de la transmutation. On a associé peut-être certaines images de rêve au départ. La transmutation, ça ressemble d'ailleurs au rêve des alchimistes à une certaine époque qui voulaient transformer le plomb en or. Donc là, tous les éléments radioactifs en éléments non radioactifs, aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait faire ça. Ah oui, on peut quand même compléter la réponse en Bernard disant Laponche, pour Global Source. Permettez-moi de vous présenter à chaque fois. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Je vous prie de m'excuser, pardon. Je vous en prie. Si on suit M. Boulis, on arrête d'en produire. C'est clair. Parce que si, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, M. Boissier nous dit à juste titre, il y a des déchets qui se sont accumulés depuis 50 ans, il faut en faire quelque chose. Donc, c'est une part de la discussion. Mais si, ce qui est probable, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais arrêtons. Pour avoir de l'électricité, qui est quand même un produit relativement banal, qu'on peut faire avec des tas de méthodes, qu'on peut d'ailleurs en consommer moins, en balance, on met cette production de déchets radioactifs dont on nous dit que on ne peut pas les faire disparaître, je suis d'accord. Deuxièmement, de toute façon, où qu'ils soient, ils représenteront un risque et une pollution, même si on la limite. Donc je dis que là, ça pose vraiment le problème de la production même des déchets radioactifs. Voilà. Si je peux me permettre de compléter aussi. Dans les études sur la transmutation, on n'est pas face à une situation de besoin extrême de trouver quelque chose, ou une réponse à une situation d'urgence. Aujourd'hui, les déchets, ils trouvent... on sait les conditionner. Là, j'ai amené un petit bloc de verre, qui est la matrice dans laquelle on immobilise tous ces éléments radioactifs. C'est une solution dont beaucoup s'accordent à penser que c'est une solution tout à fait sûre. C'est-à-dire, pour donner une image, placé dans un site de stockage, avec toute l'humilité qu'il faut avoir quand on essaye de prévoir ce qui se passera à très long terme, on imagine que l'érosion de ces blocs de verre, ça va être à peu près un micron, enfin moins d'un cheveu, tous les 1000 ans. Donc c'est quelque chose, un conditionnement qui est très résistant. On place ça dans un milieu géologique qui a aussi des capacités de confinement très forte. Donc, on pense qu'on a une solution qui peut être améliorée, certes, mais qui est quand même une solution qui offre un certain nombre de garanties aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on inscrive la transmutation comme la recherche d'une solution sans laquelle on est perdu. On part d'une solution dont on pense quand même qu'elle offre certaines garanties, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours essayer de faire mieux demain. Une question qui nous arrive par mail. Pourquoi les parlementaires ont-ils décidé en 2006 de choisir le stockage plutôt que la transmutation ou l'entreposage ? Ils ne l'ont pas fait sans raison ni sans avis précis. Qui veut bien répondre ? Jean-Marie Bon, je pense que c'est clair. On a choisi, les parlementaires, on leur a présenté une solution applicable aujourd'hui, que certains pensent complètement insatisfaisante, qui était l'enfouissement, contre une solution potentielle, la transmutation, qui, encore une fois, ne s'adressait pas au même type de déchets. Ce qui va aller dans Bure, aujourd'hui, donc ces déchets à vie très longue, il est rigoureusement impossible aujourd'hui d'imaginer qu'on les reprenne pour les transmuter. C'est pas la même chose. Donc évidemment, vous proposez à un parlementaire une solution en devenir qui imposerait qu'on ne fasse plus de retraitement ou qu'on le fasse de façon différente, qui est en devenir, dont on sait qu'elle va être très chère probablement, contre une solution qui est la plus simple aujourd'hui. Je fais un trou, je les mets. Et qu'on ne vienne pas, s'il vous plaît, quand on parle de réversibilité, il faut aussi être à peu près franc, ou disons, je dirais pas honnête, mais dire le fond des choses. Ça veut dire quoi la réversibilité ? Ça veut dire que tant que JCO ne sera pas plein, on pourra ressortir des choses. Mais le jour où il sera plein, l'argile commencera à jouer son rôle, et je doute que dans 300, 400 ou 500 ans, on puisse encore aller récupérer dans JCO. Sans compter, et vous le savez aussi bien que moi, puisque l'Andra a quand même pas mal de sociologues dans ses murs, que la mémoire collective durant environ 800 ans, ça m'étonnerait que dans 800 ans ou dans 1000 ans, on sache encore où est CIGEO et qu'on puisse techniquement aller chercher des choses dedans.
Fabrice Boissy de l'Andra, j'imagine que vous voulez répondre à ça, d'autant plus que l'idée de ce que vous disiez de CIGEO, c'est qu'on puisse éventuellement l'oublier. Ah non, je n'ai jamais dit ça non plus. Mais, d'abord, je vais revenir sur la loi de 2006. Il ne faut pas prendre les parlementaires pour des gens qui ont décidé à la va-vite. Il y a eu des avis techniques extrêmement approfondis. D'abord des recherches menées par le CEA sur l'entreposage et la transmutation, par l'ANDRA sur le stockage. Ces dossiers extrêmement volumineux ont été instruits, examinés par la Commission nationale d'évaluation, par l'Autorité de sûreté nucléaire, par l'IRSN. Il y a eu un débat public. C'est sur la foi de tous ces éléments que les parlementaires se sont prononcés. Et ils se sont prononcés en disant, ils n'ont pas dit on abandonne tout, on fait que du stockage. Ils ont dit le stockage c'est une solution de référence qu'il faut développer parce que c'est la seule qui permette de mettre en sécurité de manière définitive les déchets. On continue les recherches sur la séparation-transmutation et on continue à développer les recherches et les études sur l'entreposage en complémentarité avec le stockage puisque l'entreposage est forcément provisoire. Le stockage, lui, il est définitif et les parlementaires ont demandé qu'il soit réversible justement pour permettre d'accompagner l'évolution de la société dans les 100 années qui viennent pour voir qu'elle puisse confirmer si effectivement elle considère que le stockage est toujours considéré dans 100 ans comme une solution satisfaisante. Après la fermeture du stockage, si nos descendants, dans 100 ans, décident de le fermer, mais aucun de nous qui sommes autour de cette table ne seront là pour leur imposer la fermeture. Donc ça sera un choix de leur part de le fermer. S'ils décident de le fermer, ils auront une solution qui permettra de se mettre à l'abri de ces déchets. Ils n'auront plus qu'à en maintenir la mémoire. L'ANDRA a dans ses missions la préparation du maintien de la mémoire. On n'est pas en train de stocker pour oublier. Ça fait réagir Bernard Laponche de Global Chance. Sur deux choses. Premièrement, sur le débat public de 2006, la conclusion avait été de recommander l'entreposage à sec en subsurface. Cette solution proposée par le débat public, qui traduisait l'opinion du public, n'a absolument pas été retenue. Alors justement, j'ai une question par mail qui me dit, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par cette solution-là ? Cette solution, c'est d'avoir un hangar, ce qu'on appelle en subsurface, c'est par exemple dans le flanc d'une colline, c'est-à-dire qu'il y a, ou bunkérisé, c'est-à-dire il y a une protection suffisante par rapport aux agressions extérieures. C'est un stockage des combustibles irradiés ou d'autres. Par exemple, actuellement, les verres dont parlait M. Boulis sont dans un entreposage à La Hague dont on peut considérer qu'il est bien sécurisé. Ce qui n'est pas le cas des piscines, par exemple. Mais ça, il est bien sécurisé. Et je dois ajouter que ces verres-là, on ne les mettrait dans le projet CIGEO, je crois c'est dans 80 ans. C'est ça, parce qu'il faut les laisser refroidir. Ou 60. 50. Mettons 50. Donc, les déchets dont on nous a dit qu'ils étaient vraiment ceux-là, il faudrait les stocker, on ne commencera à les stocker que dans 50 ans. Donc, je pense qu'on a vraiment du temps pour réfléchir sérieusement. Je reviens à... Donc, le débat public avait recommandé... Alors, la subsurface, c'est donc une colline, par exemple, dans laquelle il y a un hangar avec les stockages des combustibles irradiés ou d'autres matières, mais en particulier les combustibles irradiés, ou d'autres colis tels qu'ils pourraient être... d'autres déchets tels qu'ils pourraient exister actuellement. Et à ce moment-là, c'est fermé, mais c'est visitable. Et là, je viens à la question de la réversibilité, dont le sens n'est pas clair. La réversibilité telle qu'on a l'air de la présenter, c'est la possibilité à tout moment, au moins pendant la période avant la fermeture, c'est-à-dire à peu près 120 ans, d'avoir toutes les facilités pour récupérer les colis. Et donc la récupérabilité. Et ça, ce n'est pas prévu dans le budget de CIGEO. Vous m'avez dit vous-même qu'au fur et à mesure, on fermait les alvéoles. Non, j'ai dit qu'on laissait la possibilité de les fermer ou de les laisser ouvertes. Et vous avez prévu qu'on peut retirer les colis si on le décide, oui. Tous. Oui. Ben, c'est pas dans le projet. Et je pense que ce n'est pas budgété. L'autre jour, vous n'avez pas répondu à cette question. Il faut un engagement. Si la deuxième question, c'est donc le projet. Je pense que d'autres séances y reviendront. Mais cette question de la récupérabilité est absolument impérative. On nous dit que l'autorité de sûreté nucléaire fera des inspections tous les 10 ans, je crois que c'est ça, sur les conditions de sûreté. Dans un réacteur nucléaire, il y a aussi les visites décennales. Si quelque chose se passe mal, on décharge le réacteur. Eh bien, il faut que ça soit exactement la même chose pour CIGEO, c'est-à-dire que si on met des colis, on ait toutes les facilités pour les retirer. Alors, je voudrais répondre là-dessus, puisque
Monsieur Laponche me demande de répondre sur ce sujet. Donc, l'ANDRA doit s'engager pour permettre la réversibilité à ce que la récupérabilité soit prévue. La récupérabilité, c'est-à-dire que nous devons mettre en place des solutions techniques permettant de ressortir les colis, des engins qui sont capables d'ailleurs retirer les colis, des jeux de manutention, c'est-à-dire que être sûr que les colis ne soient pas coincés pour les sortir, avoir des colis qui sont eux-mêmes durables pendant la centaine d'années d'exploitation. Donc la récupérabilité est garantie par l'ANDRA et ça sera une condition pour pouvoir être autorisé. Maintenant, vous parliez de la possibilité financière de le faire. Aujourd'hui, on a demandé aux producteurs de provisionner de l'argent pour faire le stockage et le fermer. Donc bien évidemment, si on décidait à mi-parcours de ressortir les déchets, il y aura de l'argent dans les provisions pour le faire. Donc la récupérabilité est techniquement possible, elle sera socialement possible aussi si elle était décidée dans le cadre de la réversibilité. Alors il y a d'autres questions qui arrivent et il va falloir continuer, mais vous pourrez intervenir tout à loisir. J'en profite juste pour rappeler l'adresse mail pour continuer à poser des questions. C'est questions@débatpublic-cigeo.org et par SMS, c'est au 32 321 avec comme mot-clé débat au singulier sans accent. Et puis vos réactions, bien sûr, sur Twitter, c'est avec le hashtag CIGEO. Alors justement, j'ai une question par mail de Cécile Vincent. Comment pouvez-vous être sûr que l'existence de CIGEO continuera d'être connue pendant des centaines d'années et de générations? On voit qu'il a fallu découvrir la culture des dynasties pharaoniennes alors qu'elles sont plus jeunes que le temps de vie prévu pour CIGEO. Alors, la question de la mémoire, c'est une problématique qui est la question des déchets. Les déchets vont rester dangereux pendant des milliers d'années. Et donc, qu'ils soient en surface ou en profondeur, se posera la question du maintien de leur mémoire. La différence entre une situation en surface et en profondeur, c'est que si on les oublie, ce qu'on ne souhaite pas, mais si on venait à les oublier et qu'ils sont en profondeur, ils n'induiront pas de risque ni pour l'homme ni pour l'environnement. Si on les oublie et qu'ils sont en surface, là je peux vous garantir que ça sera une catastrophe écologique. Donc le stockage, c'est la seule solution qui permette de parer au risque d'un oubli. Mais cet oubli est vraiment vu comme un risque. Donc nous, ce que nous faisons, c'est nous mettons en œuvre tous les moyens pour éviter cet oubli et pour maintenir la mémoire. Mais bien sûr, je ne peux pas m'engager pour les générations qui vont venir dans 1000 ans pour garantir qu'elles n'auront pas envie de brûler un jour toutes les archives de CIGEO. Simplement, on va leur mettre à disposition les meilleures archives, les meilleurs moyens de transmission à la mémoire et on va surtout nous s'engager avec les territoires locaux pour que CIGEO soit un objet qui fasse partie du tissu sociétal territorial pour qu'il ne soit justement pas oublié. Une question à nouveau. Vous vouliez répondre, pardon, Jean-Marie Brom, notre expert, chercheur et universitaire. Oui, non, c'est pas expert, merci, mais là on fait plus de la sociologie ou de la philosophie qu'autre chose. Moi, il me semble qu'au contraire, on sait que la mémoire collective s'éteint rapidement. On a vu par exemple récemment à Lille, on a découvert lors de chantiers un dépôt de munitions de la guerre de 14 qui avait été oublié en 80 ans. Pas mal. Et pourtant, on avait des archives à l'époque. Ça avait été oublié. Aujourd'hui, on a à peu près une certitude que si on enfouit, on garantit que la mémoire collective effacera tout ça. Si on le laisse en surface, il y a une chance qu'on ne l'oublie pas. On n'a pas oublié que les pyramides existent. Si elles avaient disparu, qu'elles étaient enfouies, on ne saurait plus où elles sont. Ce que dit la sociologie, c'est que le maintien de la mémoire, il dépend principalement de la volonté de maintenir cette mémoire. Donc si on a envie de maintenir la mémoire des déchets radioactifs et de la manière dont on l'a géré, je pense que la société pourra le faire. Ce qui est sûr, c'est que si des déchets sont en surface, ça n'empêchera pas de les oublier. Je peux vous dire, je me suis occupé de sites pollués. On a vu beaucoup des situations où des industriels ont fait une usine, laissé un site pollué, 20 ans après, tout le monde avait oublié, on a construit des écoles dessus, des maisons. Donc les laisser en surface, ce n'est absolument pas une garantie de maintien de la mémoire. Et c'est un danger très important. C'est une garantie d'oubli. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on se donne les moyens d'associer à CIGEO un projet de maintien de la mémoire, on pourra maintenir cette mémoire. Voilà, il y a donc beaucoup de conditions. Bernard Laponche, Global Chance. Tout ça, c'est un peu rigolo par moment. Les stockages de l'ANDRA actuels qui sont en surface. La Hague, Marcoul, vous voulez dire ? La Hague, l'Aube. Morvilliers, c'est où ? C'est dans l'Aube. Dans l'Aube. Bon, il y a deux dans l'Aube et à la Hague. Au moins 300 ans, en surface. Donc il faudra bien que quelqu'un les surveille. Donc, un anthroposage d'au moins 300 ans en subsurface, ce qui est déjà beaucoup plus protégé que les trucs en surface, permet vraiment de chercher qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets. Moi, ce que je trouve bizarre dans bizarre, j'en comprends les raisons, mais cette espèce de précipitation, sachant que ce qu'on va
les plus dangereux qu'on va enfouir, c'est dans 50 ans. Ensuite, on a des stockages en drap qu'il va falloir surveiller au moins pendant 300 ans. Probablement plus certains à cause du plutonium, en particulier dans la Manche. Il faudra éventuellement les reprendre. Donc cette histoire de nucléaire, et ça on aurait pu dès le début s'en apercevoir, forcément va durer plusieurs centaines d'années où il va vraiment faire attention, ne serait-ce que pour les stockages dont on sait que ceux-là, on ne va pas les mettre ailleurs. Donc il y a toute une période où à la fois, il faut savoir qu'est-ce que deviennent ces programmes nucléaires. Deuxièmement, qu'est-ce que deviennent ces histoires de déchets. Troisièmement, qu'est-ce que deviennent les recherches. Et de toute façon, on a plusieurs centaines d'années où on est obligé de traiter ce problème. Donc pourquoi tout d'un coup dire « Ouh là là, c'est très urgent de mettre au fond », alors que les premiers, les plus dangereux, on ne les mettrait que dans 50 ans. Donc moi, je trouve que tout ça doit être un peu remis à plat, discuté calmement, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a absolument aucune urgence, d'autant plus qu'on a ces zones de plusieurs centaines d'années où on est obligé d'être là. Alors, je vous rassure, il est bien prévu Fabrice que Boissier de l'Andra surveille ces centres de stockage pendant 300 ans, et nous prévoyons pour CIGEO, c'est écrit dans le rapport, de continuer à surveiller, c'est-à-dire qu'à la fermeture de CIGEO, il y aura toujours une installation de maintien de la mémoire et de surveillance. Donc on peut le faire en subsurface. Mais la grosse différence, c'est que si nos petits-enfants ne trouvent pas de solution miracle pour gérer leurs déchets, au moins, nous aurons la satisfaction de leur avoir donné une solution qui les mette en sécurité. On ne peut pas garantir qu'ils auront les moyens, si on les a laissés en subsurface, de les mettre en sécurité dans 100 ans. Et nous, on leur donne cette assurance. Et moi, si dans 50 ans, il y a une autre solution, mais je serai le premier à militer pour qu'on sorte les déchets du stockage, pour en faire, si on a une meilleure solution, pour en faire autre chose. Mais au moins, si j'aurai la fierté qu'on aurait donné cette assurance à nos descendants, cette assurance vie finalement, qu'ils ne seront jamais exposés à un danger auquel ils ne pourront pas parer. Bernard Boulis, pour le commissariat à l'énergie atomique, vous voulez réagir? La récupérabilité des déchets, je voudrais donner un élément quand même sur la réversibilité des conditionnements que l'on opère. Je crois que M. Laponche a dit on peut entreposer 300 ans et dans 300 ans, on pourra voir comment on gère ces déchets. Je voudrais ôter de l'idée ôter des esprits, l'idée que l'on pourrait revenir en arrière sur le conditionnement que l'on a réalisé quand on a mis ces déchets dans le verre. On a fait tout ce qu'on pouvait pour faire un conditionnement aussi fort, aussi durable que possible. Et évidemment, vouloir aller rechercher ces éléments pour en faire autre chose, ça serait quelque chose, à mon avis, de très hasardeux, de très difficile et peut-être de dangereux. Jamais le faire, alors. Vous êtes trop loin du micro. Non. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, conditionner les déchets dans le verre, c'est quelque chose qui nous paraît quelque chose de raisonnable et de sûr. Mais à vous, c'est alors, normal. On va continuer. Mais qui ferme complètement cet avenir de qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre. On ne peut plus rien en faire d'autre. Justement, vous disiez c'est pas parce qu'on a fait ces déchets-là aujourd'hui qu'on fera la même chose demain. Mais je veux dire, à tout moment, c'est ça le progrès, à tout moment, on utilise les meilleures solutions qui sont disponibles à condition qu'elles nous paraissent sûres. C'est pas pour ça qu'on ne cherche pas à faire des progrès pour demain. On a fait voler des avions il y a 10 ans, je crois que les avions d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'il y a 10 ans. C'est pas pour autant qu'on arrête tous les avions qui ont été construits il y a 10 ans. Je crois que les progrès, on fera mieux demain. Par contre, il ne faut pas dire que parce qu'on fera mieux demain, ce qu'on fait aujourd'hui est déraisonnable et n'est pas sûr. Alors justement, dans la question de est-ce qu'on a exploré toutes les voies, j'ai un mail de Tortor qui dit stockage, entreposage, transmutation, pourquoi se limiter à ces 3 solutions alors que l'on pourrait par exemple envoyer ces déchets dans le magma sous la croûte terrestre? Alors est-ce que c'est une idée folle? Ça pose aussi la question, est-ce qu'il y a d'autres voies de recherche qui sont explorées en ce moment? Alors, elles ont été évoquées. Il faut savoir que le problème des déchets nucléaires, on a inventé l'enfouissement parce qu'on sait qu'ils sont dangereux très longtemps et que un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, mouvement de la croûte terrestre ou autre, ils vont être remis à la biosphère. Et il faut retarder ce moment le plus longtemps possible. Très bien. Donc ils vont inventer l'enfouissement. Les mettre, on pourrait imaginer de les mettre au fond de la croûte terrestre, enfin dans la croûte terrestre, au fond des mers, on a quelques kilomètres d'eau au-dessus, c'est férocement interdit. On n'a pas le droit, depuis la Convention de Londres, de déposer des déchets nucléaires dans l'océan. Et ça serait extrêmement cher. On avait pensé aussi les envoyer dans le soleil ou dans l'espace.
Malheureusement, les vols spatiaux ont démontré qu'ils n'étaient pas fiables à 100%. Je ne sais pas ce qui se passerait pour l'atmosphère terrestre si une fusée bourrée de plutonium explosait au moment de son décollage. Donc pour l'instant, on est coincé avec ces déchets. Mais on a exploré d'autres voies. Non, on n'a exploré qu'une seule voie. En fait, on n'a exploré qu'une seule voie, c'est effectivement s'en débarrasser. Et on peut revenir avec ça au débat de 2006, où nos parlementaires ont été éclairés, mais ils n'ont pas eu le choix. On leur a dit c'est l'enfouissement, ou sinon on ne sait pas. Mais je crois que s'il y avait trois solutions qui ont été choisies lors de la loi de 91, c'est qu'on ne s'était pas restreint à ces trois solutions. On avait regardé, mais comme l'a très bien dit M. Brom, les autres solutions envisagées aboutissaient sur des impasses. Peut-être que demain, on trouvera d'autres solutions et les chercheurs continuent à être imaginatifs, à regarder différents domaines. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a aucune solution miracle qui n'émerge. On a parlé de la mer, on a parlé du magma, creuser un trou dans le magma, on ne sait pas faire aujourd'hui. Les envoyer dans l'espace, on ne sait pas faire non plus. Et donc, le stockage est une solution qui est aujourd'hui atteignable et sûre. C'est pour ça que les parlementaires ont dit, on la prend comme solution de référence, mais on ne se ferme pas les portes. On continue à entreposer et on fait un stockage réversible. Alors une question par SMS qui arrive, c'est on parle beaucoup des déchets à produire, des déchets qui vont arriver, mais que fait-on de ceux qui sont déjà produits ? On en revient à l'entreposage. C'est pour ça que le lien avec la politique énergétique, il existe, mais ce n'est pas l'ensemble du problème des déchets. Nous avons 43 000 m3 de déchets radioactifs qui sont soit vitrifiés, soit des déchets de moyenne activité vie longue qui sont conditionnés et dont on ne voit vraiment pas ce qu'on peut en faire. Ces déchets-là, quels que soient les choix qu'on fasse pour notre énergie, il faudra s'en occuper. Alors, j'ai encore beaucoup d'autres questions, ce qui fait que j'ai quelquefois un petit peu de mal à les choisir. On n'a pas beaucoup parlé de la transmutation. J'ai des questions très précises qui demandent tout simplement combien ça coûte, pour quels résultats. Est-ce qu'on peut déjà répondre à ça ? Vous avez évoqué tout à l'heure, Bernard Boulis du Commissariat à l'énergie atomique, des sommes très importantes déjà engagées. Alors, j'ai évoqué les sommes importantes engagées pour la recherche. Je crois que, pour revenir sur la transmutation, ce n'est pas une voie de recherche qui est arrêtée. Ce que j'ai voulu dire, c'est une voie de recherche qui est pour l'avenir, pour essayer de faire mieux demain, pour avoir moins de choses à conditionner au bout du compte. Mais c'est quelque chose sur lequel la recherche continue de travailler et de dépenser de l'argent. C'est le sens de la question de cet auditeur. Il y avait je crois que la question des auditeurs, c'était plutôt combien ça coûterait de le mettre en œuvre. Mais pour répondre à votre question, on a environ, pour donner une idée, plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé au CEA et aussi dans la communauté académique, les universités, le CNRS a été mis à contribution pour essayer de développer des procès de séparation, plusieurs centaines de personnes pendant 20 ans. C'est quand même quelque chose de considérable. On a construit à Marcoux les installations de recherche qui sont sans équivalent dans le monde. Donc, beaucoup de moyens ont été consacrés aux recherches dans ce domaine. Je crois qu'il est faux de penser que les pouvoirs publics ont fait l'impasse sur cette voie. L'autre question était combien ça coûterait si on le mettait en œuvre. Alors là, c'est très difficile finalement, comme je l'ai dit, les solutions ne sont pas arrivées à maturité industrielle, donc on n'a pas d'idée, une idée tout à fait précise de la façon dont on ferait ça à l'échelle industrielle. On a essayé dans notre rapport 2012 pour le gouvernement d'essayer d'évaluer le surcoût que représenterait la transmutation. Le jour où elle sera là, on pense que ça pourrait rajouter un surcoût de l'ordre de 5 à 10% sur le coût du kilowattheure. Mais, le jour où elle sera là. Mais dont il faut préciser que, ainsi que ça a déjà été dit, les déchets qui sont actuellement produits ne pourront pas être transmutés, quoi qu'il en soit. Donc aujourd'hui, ça pose un autre problème. Ou bien le système, la société, le gouvernement, que sais-je, accorde un minimum de confiance à ces chercheurs qui travaillent sur la transmutation, et qui, je pense, travaillent bien sur cette transmutation. Mais alors, il faut arrêter de retraiter les déchets, les combustibles aujourd'hui, pour préparer l'éventualité. Ou bien, on leur dit, vous travaillez, mais de toute façon, ce qu'on produit aujourd'hui, comme on le retraite, vous ne pourrez pas vous en servir. Là, ça pose un problème qui est vraiment un problème politique. Et de ce point de vue, si on accordait une confiance et des finances à cette possibilité autre, il faudrait aujourd'hui arrêter de retraiter. Ça serait le plus évident au niveau technologique pour préparer cet avenir et pas pour le fermer. Encore une fois, il ne faut pas, sous prétexte de voir plusieurs choses à la fois, en fait dépenser beaucoup d'argent et fermer complètement cet avenir. Le problème n'est pas aujourd'hui tellement le problème d'un CIGEO ou d'une transmutation
ou de l'enfouissement, c'est le problème de base du retraitement. Celui-ci n'a jamais été remis en cause en France, n'a même jamais été évalué. Il serait peut-être temps de le faire. Je peux dire un mot Allez-y, Bernard Boulis. Moi, au contraire, je vois Permettez-moi de vous représenter à chaque fois pour que nos auditeurs sachent bien. Vous êtes je vois la transmutation comme le complément du retraitement. Qu'est-ce que ça veut dire retraiter? Si je peux prendre 30 secondes pour resituer le problème. Ce qui sort des réacteurs, on a mis de l'uranium dans les réacteurs. À la sortie, on a des barreaux de combustible où il y a encore 95% d'uranium qui n'a pas réagi. 4% de produits de fission, des noyaux d'uranium qui sont cassés en produisant de l'énergie, c'est pour ça qu'on avait mis l'uranium, et puis 1% de produits qui sont du plutonium ou des éléments encore plus lourds, c'est-à-dire c'est des noyaux d'uranium qui, au lieu de se casser, sont devenus encore plus gros en élevant des neutrons. Bon. L'idée du retraitement, c'est de recycler, c'est d'ailleurs une idée très, très générale, très universelle, on recycle tout ce qu'on peut, et ce qui reste, on le conditionne. Et dans le nucléaire, recycler tout ce qu'on peut, c'est beaucoup. C'est 96%. On peut recycler l'uranium, on peut recycler le plutonium. Ne reste que 5% qu'on décide de conditionner dans des verres parce qu'on sait qu'on ne pourra rien en faire. Et finalement, la transmutation, moi, je la vois comme un prolongement de tout ça dans le futur. On a considéré que tout ce qui n'était pas recyclable, on le mettait en les verres. Demain, peut-être qu'on pourra aller encore chercher des éléments à vie longue là-dedans pour les recycler, pour faire en sorte qu'il y ait encore moins de choses dans ces verres. Je vois ça comme une ligne de progrès continue. Bernard Laponche, de Global Chance, vous voulez réagir? Deux mots. Le premier, sur le retraitement. Techniquement, ce que vous avez dit est juste. Mais il y a deux problèmes. C'est que le retraitement est une opération qui fait beaucoup de déchets et beaucoup de rejets, en particulier dans la mer et dans l'océan. Donc, ce n'est pas du tout une opération sans risque. Que deuxièmement, le plutonium qui est produit par ce retraitement. D'ailleurs, au départ, le retraitement était fait pour produire le plutonium, et pas du tout pour les déchets. L'usine de La Hague s'appelle UP, usine plutonium. Donc ce plutonium est particulièrement dangereux, et donc les usines de fabrication de combustible au plutonium, ce qu'on appelle le combustible MOX, sont des lieux de danger. Le combustible MOX qui est produit, lui, justement, n'est pas retraité. Il reste dans les piscines 150 ans parce qu'il est trop chaud et trop radioactif, donc un risque supplémentaire. Et donc avec cette histoire de retraitement qui n'est pas du tout universelle, puisque pratiquement maintenant, il n'y a pratiquement plus que la France qui le fait. Donc on peut pas dire que ce soit une solution universelle. Les grands pays nucléaires pour le moment, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, etc., stockent les combustibles irradiés en l'état. Donc on revient en gros à ce qu'a dit Jean-Marie Brom. Donc si vous voulez, ce qui est quand même frappant dans toute cette histoire, c'est que depuis la mine d'uranium jusqu'aux déchets, on n'arrête pas de faire des productions de déchets dangereux et de façon irréversible. C'est-à-dire que c'est une production d'électricité avec des conséquences de risque pratiquement éternelles. Alors la question que je pose, qui est pas relative strictement au stockage des produits tels qu'ils sont actuellement, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer à produire sans arrêt, y compris avec ou sans retraitement, ces déchets radioactifs pour produire de l'eau chaude, quoi. C'est quand même une question de fond. Ça, c'est la question de fond. Ça, c'est la question de la décroissance, mais je ne suis pas sûr que ce soit la question. C'est la question de la production d'énergie, c'est tout, et de la consommation d'énergie. En tout cas, elle fait réagir tout le monde. Je vais vous donner la parole successivement aux uns et aux autres. En tant que Fabrice Boissier, du projet CIGEO, je voudrais dire que c'est un débat très intéressant. D'ailleurs, c'est un débat national aujourd'hui sur la transition énergétique, mais ce n'est pas l'objet du débat public CIGEO. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que je suis d'accord, je crois, avec toutes les personnes autour de la table pour dire que quand on parle de futur énergétique, il faut prendre en compte la question des déchets. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça, je crois qu'il était important que CIGEO soit mis sur la table suffisamment tôt pour qu'on puisse mettre sur la table du débat sur la transition énergétique l'impact des choix énergétiques sur les déchets produits. C'est ce que nous avons fait sur une saisine de la ministre. Et si vous allez sur le site de la CPDP, vous verrez une réponse que fait l'ANDRA présentant si on continue le nucléaire, si on continue le traitement, voilà quelles seront les quantités de déchets. Et je crois que ça, c'est des éléments qu'il faut mettre dans la discussion, dans le débat, pour que les décisions soient faites en prenant en compte les déchets, mais en prenant en compte aussi d'autres facteurs qui ne relèvent pas de ce débat. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon, il y aura une continuation de la production des déchets en plus ou moins grand nombre, mais la production de déchets du nucléaire va continuer ?
Bernard Boulis. Oui, enfin, je crois qu'on va s'attacher à faire en sorte que dans les systèmes futurs, si le nucléaire se poursuit, on produise de moins en moins de déchets. Et c'est le sens de l'histoire. Et moi, contrairement à ce que pensent certains, je pense que le retraitement s'est engagé dans cette voie. Dans une vision où le nucléaire continue, bon, ça, on ne sait pas si ça sera le cas, mais si le nucléaire continue, essayer de recycler ce qu'on peut recycler pour tirer parti. Enfin, quand même, les combustibles MOX, recycler le plutonium qui est présent dans les combustibles usés, ça nous donne 10% de notre électricité en France. Il y a quand même un bénéfice. On pourrait, avec des systèmes de 4e génération, multiplier par 100 l'énergie qu'on tire d'un gramme d'uranium. Donc là, on diminue d'autant les déchets qui sont produits. Donc il y a des perspectives de progrès, encore une fois, pour, à partir de la situation actuelle, faire mieux demain. Et moi, je le vois quand même, aujourd'hui, je vois la situation actuelle avec le retraitement, encore une fois, si le nucléaire se poursuit dans les siècles qui viennent, comme l'engagement dans une voie qui va permettre de faire des progrès. Je ne crois pas qu'on puisse dire que stocker des combustibles usés sans les retraiter en l'état, stocker les 100% ou entreposer 100% de ce qui sort d'un réacteur est plus simple que d'entreposer 4% qui constitue le résidu ultime au terme du retraitement. Jean-Marie Braun, vous vouliez répondre à ça? Je rappelle que vous êtes chercheur et universitaire. D'abord, merci beaucoup au CEA de nous préciser, puisqu'il l'a fait, que la transmutation, qui est une voie de recherche possible, concerne effectivement à peu près 4% de ce qui sort d'une centrale nucléaire. Bon. Donc on peut s'interroger, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser beaucoup d'argent pour traiter ces 4%? Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Les autres, on ne l'appelle pas déchets, parce qu'on pourrait s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sert. Et je crois que ça, c'est aussi un problème de sémantique qui dépasse largement la sémantique, mais il y a toute une politique derrière. Et le retraitement, c'est pour avoir des matières valorisables. Non, le retraitement a été inventé pour récupérer le plutonium, et comme ça rapportait beaucoup d'argent, dans les années 80, on a dit, on va le continuer. Ça a beaucoup embêté EDF, qui à l'époque, c'est un chiffre qui est connu, a estimé que passer à ce MOX, pour diluer un peu le plutonium, représentait un surcoût de 350 millions d'euros. Pour une chose qui n'est pas retraitable après. Aujourd'hui, le MOX, quand il sort d'une centrale nucléaire, est plus radioactif, donc contient encore plus d'énergie, dont on n'utilise pas, puisqu'on ne sait pas le retraiter, on ne le retraitera pas. Donc je crois que c'est une espèce de course en avant qu'on a fait, en disant toujours, non, mais ce qu'on a fait dans le nucléaire, on ne savait pas, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on va pouvoir tout brûler. Je ne sais pas si aujourd'hui, un industriel me proposait un système pour récupérer l'énergie dans mes gaz d'échappement de ma voiture pour brûler absolument, se servir de tout le pétrole pour s'en servir, s'il serait crédible. Dans le nucléaire, c'est crédible. Je trouve ça un peu bizarre. Alors, quand même, je crois qu'on... Bernard Boulis, du commissariat à l'énergie atomique. On ne peut pas dire aussi, tout à l'heure, on nous disait la France est isolée dans ce domaine, elle est la seule à faire du retraitement. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, elle est la seule à avoir duré dans le... Je crois que c'est à relier avec la volonté qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui de poursuivre le nucléaire. Et ce que je voulais dire, c'est que les pays qui misent aujourd'hui sur le nucléaire comme une ressource énergétique importante dans le futur pour eux, la Chine, l'Inde, ce sont des pays qui sont engagés dans des systèmes qui recyclent la matière et qui retraitent la matière. Donc, pour moi, un nucléaire, on ne sait pas s'il durera ou s'il va s'arrêter, mais un nucléaire qui dure, c'est forcément un nucléaire qui recycle pour tirer le meilleur parti de sa matière et pour faire le moins de déchets possible. Pour revenir à CIGEO, je veux dire que soit on considère que les combustibles usés sont des matières, et dans ce cas-là, CIGEO devra stocker des déchets vitrifiés, c'est prévu. Soit on considère que les combustibles usés sont des déchets parce qu'on arrête le traitement, et dans ce cas-là, CIGEO devra stocker des combustibles usés. C'est prévu aussi, nous l'avons présenté dans notre dossier de maître d'ouvrage au débat public, les deux scénarios, CIGEO devra pouvoir s'adapter pour stocker soit des verres, soit des combustibles usés. Mais compte tenu de tous les déchets que nous avons déjà sur étagère, pour parler un peu rapidement, les 43 000 m3 de déchets dont je parlais tout à l'heure, cette question de savoir faut-il stocker des combustibles usés ou stocker des verres, du point de vue du stockage, ne se posera qu'à partir de 2070. Donc, les choix de politique énergétique qui doivent être faits aujourd'hui, et nous ferons évoluer CIGEO en fonction des choix énergétiques qui seront faits.